Danielle Méo, je suis universitaire, je travaille à l'université de Saint-Étienne. Mes recherches portent sur la photographie contemporaine, notamment sur les pratiques documentaires qui se sont développées ces dernières années. Donc dans un premier temps, je vous parlerai essentiellement d'un ouvrage que j'ai publié récemment sur ces pratiques documentaires. Et puis, dans un second temps, je dialoguerai avec Bertrand Meunier, donc, qui est un photographe documentariste qui travaille dans le collectif Tendance Floue et qui expose ici à l'Institut pour la photographie. Donc, ce que j'ai cherché à développer dans mon livre et qui me tient à cœur, c'est au fond le fait de dégager une forme de tournant qu'on peut observer dans la photographie documentaire contemporaine, plus exactement un double tournant que l'on peut constater. Alors, dans un premier temps, on peut mettre en lumière le fait qu'on s'est, somme toute, détaché d'une façon de concevoir la photographie selon un modèle spéculaire, c'est-à-dire un modèle binaire, avec d'un côté le réel et l'image qui en était, pour ainsi dire, le reflet. Et peu à peu, ce modèle spéculaire s'est trouvé relégué pour aller vers une conception de la pratique photographique que on pourrait appréhender selon un modèle ternaire, c'est-à-dire on a relativisé le fait que l'image pouvait refléter ou représenter le réel tel qu'il est. On a pris en compte le fait que l'image n'en montrait qu'un fragment, mais que ce fragment pouvait être combiné avec des textes, des images fixes ou mobiles, avec des objets qui pouvaient avoir également mis en place, et puis que la démarche adoptée était extrêmement importante, tout ce qui finalement était antérieur à la prise de vue et qui accompagnait la prise de vue. Donc on a réinséré en fait l'image dans une expérience qui était plus étendue, qui s'étendait en amont et en aval de l'opération de prise de vue, et que cette démarche était beaucoup plus assimilable à quelque chose qui serait de l'ordre de l'enquête. Et donc pour moi, les démarches documentaires gagnent à être appréhendées selon ce modèle ternaire de l'enquête, où le photographe entame un processus, se confronte à la réalité et puis en tire une œuvre qui apporte un certain nombre d'informations sur le monde qu'il a côtoyé. Et cela me semble modifier profondément la conception de son travail. Deuxième point qui me semble assez marquant, c'est le fait que ces démarches d'enquête documentaire ont aujourd'hui plus ou moins pénétré le champ de l'art, qui s'est un petit peu démarqué, enfin en tout cas dans certains cas, des tendances formalistes qui ont été celles de la modernité, qui étaient sur un modèle un petit peu autotélique de l'art, conçu comme quelque chose de fermé sur soi, pour s'ouvrir à des démarches documentaires, justement, qui témoignaient d'un réel intérêt pour le monde. Et donc, c'est ce que a fort bien dépeint Hal Foster dans un article dont on a beaucoup parlé, qui est sorti en 1996. Foster parle d'un retour au réel et d'un penchant ethnographique de l'art contemporain. Alors, cela me semble important. L'art s'ouvre à ces démarches. Alors, on peut considérer que c'est encore insuffisant, mais il y a une ouverture. Et du coup, il y a une sorte de porosité des champs qui apparaît. Et certaines de ces œuvres peuvent être diffusées dans le monde de l'art, mais également parallèlement être diffusées au travers de livres, sur le web ou encore dans des organes de presse. Donc il y a une sorte de porosité entre ces différents circuits de diffusion
Et pour coller à cela, les œuvres revêtent souvent une certaine variabilité, c'est-à-dire que le photographe concerné va concevoir une œuvre selon plusieurs formes, avec plusieurs actualisations possibles, l'exposition, le livre, la presse, le web, hein, et l'œuvre, en quelque sorte, est conçue d'emblée comme ayant plusieurs actualisations complémentaires possibles. Ces formes d'actualisation sont à la fois différentes, mais s'intègrent en somme à un même projet. Donc ces différents traits me semblent caractériser une tendance qui est féconde. Aujourd'hui, depuis les années 2000, ça a pris de l'importance. Alors, afin que cela reste moins abstrait, je vais prendre deux exemples que je prends chez le photographe Mathieu Pernaut, mais bon, j'ai pris ces deux exemples parce qu'ils me paraissent particulièrement clairs, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'émergence de nouveaux fonctionnements. Donc je vais m'intéresser à Un camp pour les bohémiens, qui est une œuvre de Pernaut qu'il commence en 1997 et le livre sort en 2001. Donc et puis La santé, qui est une œuvre toute récente. Voilà, je vais vous parler de ces deux œuvres pour expliciter mon propos, en somme. L'une comme l'autre s'intéresse à vraiment des problèmes de société qui sont des problèmes graves et complexes, puisqu'il s'agit d'un côté de la condition des Roms et de l'autre de la vie carcérale. Alors quelques mots d'abord sur Un camp pour les bohémiens. Alors Pernaut s'intéresse très tôt, juste après sa sortie de l'École nationale de la photographie d'Arles en 1995, à la condition des Roms. Bon, très vite, il en prend des photographies. Ça, c'est un de ses premiers ouvrages sur la question. Et puis, il milite, il s'engage pour défendre les familles roms, pour défendre aussi une histoire, une mémoire de la vie de cette communauté. Il va réaliser, alors c'est beaucoup plus récent, un ouvrage sur une famille rome qui s'appelle la famille Gorgane, je ne sais pas exactement comment il faut bien prononcer, qu'il suit sur pas mal d'années. Et donc, il y a un engagement profond de Pernaut sur cette question sociétale. Et je vais me focaliser, moi, sur un de ses travaux. Ça, c'est des ouvrages qui sont des ouvrages plus théoriques, plus universitaires, mais auxquels il a participé. Et je me focaliserai donc sur cet ouvrage, Un camp pour les bohémiens, qui paraît en 2001. Mais je tiens à montrer qu'il est lié à un engagement qui est beaucoup plus vaste. Donc, Un camp pour les bohémiens part de l'intérêt de Mathieu Pernaut pour un camp qui est un camp d'internement des nomades français mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, où sont donc enfermés les gitans, les manouches, les roms, les yéniches. Et Pernaut est très vite frappé par le silence qui occulte l'histoire de ce camp situé près de Arles. Et il se rend aux archives départementales des Bouches-du-Rhône pour consulter ce qu'il peut à ce sujet. Et il examine notamment les carnets anthropométriques d'identité pour nomades qu'il peut trouver là-bas, qui regroupent des photographies donc de ces Roms, de face et de profil, selon le modèle mis en place par Bertillon à la fin du 19e. Et voilà, et ce sont des carnets comme ceci, que chaque Rom, dès l'âge de 14 ans, devait posséder, était obligé de posséder, où on trouve ces images, des données anthropométriques et des empreintes digitales. Ces carnets font des Roms quasiment, contribuent à les présenter comme des délinquants d'emblée,
hein, et puis travaille insidieusement à formuler l'idée d'une sorte de type nomade. Et donc pour Pernaut, la consultation de ces carnets est vraiment un élément déclencheur, hein. Il confie dans le livre, hein, ce sont des regards anonymes fixés sur le support photographique qui m'ont incité à rechercher les personnes concernées. Et c'est à partir de ces images et des renseignements qui les accompagnaient que j'ai entrepris de reconstituer l'histoire du camp et des gens qui y vécurent. Donc, mu, en somme, par ce constat, il part à la recherche des survivants du camp qu'il va retrouver. Ils ont échoué en différents endroits en France et il les interroge sur leurs souvenirs en ce qui concerne le vécu au camp de Salier. Et il va réaliser des images contemporaines qui montrent ces survivants. Les images sont confrontées aux souvenirs de ces personnes. Ici, vous n'avez qu'un extrait, hein. Les souvenirs sont quand même beaucoup plus longs. Et l'on trouve ainsi des photographies, mais où les gens sont très différents de la manière dont ils se présentaient sur les carnets anthropométriques, puisque ici, ils sont face caméra, souriants, en grand format, et qu'ils collaborent véritablement à la prise de vue, ce qui n'était évidemment pas le cas des images précédentes. Donc voici encore une femme qu'il va retrouver, hein, et la manière dont elle se confie à lui. Enfin, Pernaut photographie le camp de Salier, enfin les lieux du camp de Salier, tels qu'ils se présentent aujourd'hui, c'est-à-dire vides et muets, emblématisant somme toute le silence qui entoure aujourd'hui ce moment peu glorieux de l'histoire de France. Donc ce travail, il le présente sous la forme de 2 dispositifs. Hein, le livre, dont je vous montrais la couverture tout à l'heure et qui regroupe tous ces éléments, et puis l'exposition dont voici une vue. Hein, alors dans le livre, il y a, en ce qui concerne les images contemporaines, celles-ci sont présentées en face à face avec les témoignages des Roms survivants. Dans l'exposition, eh bien, on a des écouteurs qui permettent aux visiteurs d'écouter les confidences, en somme, enfin les témoignages de ces personnes comme des confidences individuelles. Dans les 2 cas, il faut le souligner, le livre comme l'exposition, il y a des textes, hein, qui expliquent la manière dont Pernaut a fonctionné, c'est-à-dire que la démarche elle-même se trouve très clairement explicitée. Donc, le livre, comme l'exposition, restitue cette enquête, restitue le processus même, hein, qui a permis de récolter ces éléments d'information. Alors, ce qu'on constate, c'est que le travail qui est mené aboutit à une sorte de renversement du régime de visibilité, hein, auquel se trouvent soumis les nomades. Le dispositif de prise de vue des carnets anthropométriques est coercitif. On y voit les tziganes qui sont l'œil vide, qui sont privés de liberté de se mouvoir. Vous avez vu sur les images ce support en métal qui maintenait leur tête immobile. C'est le siège qui pivote, hein. Eux ne peuvent pas bouger. Tandis que les portraits actuels les montrent en somme maîtres de leur image, parfois souriants, en tout cas s'offrant d'eux-mêmes, hein, à l'objectif du photographe dans une relative relation de collaboration. De surcroît, les images ne sont pas présentées seules, mais accompagnées de la parole, hein, de ces personnes, et ceux-ci témoignent, enfin apportent leurs souvenirs qui étaient jusqu'alors occultés. Donc il est clair que d'objets de regard, hein, les nomades deviennent donc sujets qui sont à même d'éclairer l'histoire de leur mémoire et de leur point de vue.
Alors je passe rapidement à la seconde œuvre de Pernaut dont je veux me servir comme exemple, la santé. Donc il s'agit de la prison de la santé, hein, qui a été construite en 1861 dans le 14e arrondissement de Paris, sur un site auparavant occupé par une maison de santé. En 2015, la prison est fermée, les détenus sont déplacés et il y aura un chantier qui va durer 4 ans afin de réaménager et d'améliorer l'organisation du lieu. Donc juste après le départ des derniers détenus, Pernaut va réaliser une enquête sur la vie carcérale. Alors là encore, je souligne que là non plus, hein, ce n'est pas un investissement, un engagement qui est récent, puisque Pernaut a déjà travaillé sur la condition carcérale, notamment à travers ce travail qui s'appelle Haute surveillance, qui a fait l'objet d'un livre, d'une exposition également. Ça, c'est la manière dont c'était exposé au Jeu de Paume. Et donc, dans cette série, il s'agissait de montrer les personnes qui, à l'extérieur de la prison, venaient hurler, hein, pour communiquer avec les détenus. Enfin, tout cela pour dire que, là encore, il ne s'agit pas d'un travail qui vient subitement, hein, mais qui s'insère dans une préoccupation dans la durée. Alors, pour la santé, ici, vous avez la couverture du livre. Pernaut se rend dans l'établissement alors qu'il est déserté et il va parcourir ces couloirs. Hein, donc, le livre et l'expo montrent des photographies des coursives de ce dispositif panoptique qui est sévère, qui est rigide. Donc on a ces images. Il rentre dans les cellules, photographie les inscriptions au mur, les transcrit afin qu'elles soient plus lisibles. Et puis photographie les cellules elles-mêmes en montrant ces espaces donc très exigus et délabrés, donnant ainsi à imaginer la façon dont on peut essayer de se faire avec de telles conditions. Il photographie également ou prélève d'ailleurs les images qui sont accrochées au mur, images prélevées dans des magazines ou sur différents supports. Et puis photographie aussi la santé, hein, alors qu'elle est en travaux et en réaménagement. Donc, dans le livre, comme dans l'exposition, ces différents éléments cohabitent pour former une sorte de dispositif. Donc, ça renvoie à cette idée de variabilité, hein, dont je parlais tout à l'heure. Quand on rentre, l'exposition a été montrée au 104 à Paris. Quand on y rentrait, il y avait les images de coursives et puis il y avait une vidéo dont vous voyez une image qui montrait Pernaut déambulant. Ne sont pas été très sonores, hein, sur les coursives métalliques. La façon dont il rentrait dans les lieux, hein, il rentrait dans les cellules et décollait, hein, les éléments qui étaient au mur. Une voix off explicitait là encore sa démarche. Hein. Et dans l'exposition, vous aviez une disposition des éléments dont je vous parlais tout à l'heure, de sorte que on pouvait avoir l'impression, enfin, plus ou moins, hein, de pénétrer soi-même, hein, dans le ventre de la prison, enfin, toute proportion gardée. Ici, les inscriptions transcrites.
Donc, on voit bien comment le livre, comme l'exposition, se font reconstitution d'une démarche d'enquête au travers de ce bâtiment. Alors, par-delà ces deux exemples qui m'ont servi de support, donc, on peut remarquer que s'esquisse ici un modèle qui est celui de l'enquête. Ce sont des travaux qui sont établis dans la durée. Ce sont des opérations d'investigation qui sont menées et qui visent véritablement à tenter de comprendre un certain phénomène. Donc d'un côté, la condition des gens du voyage, de l'autre, le vécu carcéral. Donc il s'agit à chaque fois de prendre à bras le corps des sujets de société complexes. Donc ces deux œuvres me semblent pouvoir emblématiser cette tendance manifeste de l'art contemporain à une forme de retour au réel et au politique. Cette tendance-là, elle n'est d'ailleurs pas exclusivement celle de la photographie, puisqu'on trouve la même chose dans le champ de la littérature, où beaucoup parlent de littérature de terrain. Pour ceux qui connaissent, je pense aux travaux de François Bon, par exemple, qui essaye dans certains ouvrages comme Déhou, par exemple, qui vont essayer vraiment de transcrire un certain nombre de réalités sociopolitiques à travers des démarches d'enquête et de terrain. On peut trouver des démarches similaires dans le domaine du cinéma. Et donc, il y a vraiment une ouverture de ces champs de l'art établis, enfin reconnus comme tels, à ces questions sociétales. En même temps, l'art n'en est pas les seuls canaux, parce qu'on peut trouver aussi des formes similaires qui sont dans des domaines comme ceux des médias ou du journalisme. On peut trouver aujourd'hui un journalisme d'investigation qui paraît forcément extrêmement intéressant. Et donc là, il y a une forme de porosité qui s'instaure entre le champ de l'art et celui d'un journalisme d'investigation qui me paraît extrêmement intéressante parce que ça décloisonne ces domaines qui souvent sont perçus de façon un petit peu cloisonnée. En tout cas, les œuvres de Pernaut fonctionnent sur le modèle d'une enquête et on remarque qu'il reprend des démarches qui sont traditionnellement employées dans le champ des sciences humaines et sociales. Il va par exemple consulter des archives iconiques ou textuelles. Il collecte des objets. Il visite de façon approfondie dans la durée des lieux. Il recherche des témoins. Il mène des entretiens. Toute démarche qui existe dans le champ des sciences humaines et sociales. Alors on pourrait dire finalement rien de neuf là, finalement, puisque les sciences humaines et sociales font déjà cela. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que finalement, Pernaut n'est ni historien ni anthropologue, il n'en a pas le background. Il parle d'un autre lieu. Et d'ailleurs, ce lieu d'où il parle, Pernaut le commente. Dans la préface à Un camp pour les bohémiens, il écrit « Comment pouvais-je, moi, qui n'étais ni historien ni tzigane, accomplir ce travail de mémoire ?» Donc, il ne parle pas depuis une chaire académique, avec derrière une sorte de validation par une communauté scientifique, tout cela entre guillemets. Il se pose comme mu par une démarche personnelle, par une forme d'engagement personnel qui n'est pas liée à une sorte de compétence, une expertise académique. Donc il me semble que ce sont des travaux qui sont là aujourd'hui, j'aurais pu prendre bien d'autres exemples, qui travaillent à une forme de déspécification des champs, à un brouillage. Et cela me paraît assez intéressant.
Et là, en l'occurrence, il y a une déspécification de ce qui relèverait de l'art et ce qui relèverait des sciences humaines et sociales. Hein. En tout cas, cela conteste une forme de clôture du monde de l'art sur lui-même, une clôture que la modernité nous a léguée et qui est parfois encore assez vivace. Dans le même temps, les méthodes utilisées en sciences humaines se trouvent questionnées. Hein, on peut voir dans les travaux de Pernaut des enjeux qui sont une sorte de questionnement sur l'épistémologie des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte braconner, je reprends un terme qui est un terme de Michel de Certeau, hein, braconner sur le territoire des sciences humaines et sociales. Donc, il les remet en question, il les questionne. Et sa position peut, en quelque sorte, faire écho aux réflexions de certains chercheurs en sciences humaines et sociales. Je pense par exemple à un anthropologue comme Clifford Geertz, je ne sais pas si c'est un nom que vous connaissez, mais qui a beaucoup écrit dans les années 80 sur la manière dont l'analogie ou la création écrite pouvait contribuer à la recherche. C'est-à-dire que la recherche, ce n'était pas un truc de spécialiste, un truc froid. C'était aussi quelque chose où l'investissement personnel et la création avaient sa place et où cette place était en elle-même féconde. Plus près de nous, en tout cas sur le plan temporel, je pense aussi aux travaux d'Ivan Jablonka, qui est un historien et qui revendique la façon dont, pour l'historien, l'écriture, y compris dans sa dimension créative, a pleinement un rôle fécond, c'est-à-dire peut vraiment travailler à la recherche. Et donc là, on a aussi des formes de décloisonnement entre création et science. Hein. Alors, on peut se questionner sur ce qu'amènent ces œuvres. Alors, c'est vrai que dans un livre comme une œuvre comme Un camp pour les Bohémiens, Pernaut ne fait pas émerger des faits que l'on ne connaissait pas avant. Mais en même temps, il provoque une réévaluation de ces faits. Il provoque une mise en perspective des archives anciennes avec un état actuel de la société. Hein. Donc, il propose des reconsidérations historiques des éléments. Tout cela n'est pas sans produire du savoir. Hein. Par ailleurs, il propose une forme de connaissance qui est sensible, qui fait appel aussi, qui mobilise l'émotion, qui donc possède une certaine densité. Hein. C'est Johann Geertz, non pas Johann Geertz, je dis des bêtises, Clifford Geertz, qui valorisait cette connaissance dense des phénomènes, par opposition à une connaissance qui serait livresque ou quantitative. Hein. Donc, on a une participation de ces œuvres à une production de connaissances. Dans la santé, par exemple, il s'agit de donner à sentir quel est le vécu des détenus, comment ils peuvent faire avec ces conditions de vie. Et on rejoint ici les propos d'un Clifford Geertz dont je parlais, qui a écrit en 86 « La croissance en étendue qu'une sensibilité tire d'une rencontre avec un autre ne peut être acquise qu'aux dépens de son confort interne. » Alors n'est-ce pas aussi ce type de connaissance que contribuent à apporter les œuvres de Pernaut et un certain nombre de travaux dans le champ de la photographie documentaire aujourd'hui. Donc ce sont des œuvres qui se présentent véritablement comme des laboratoires de connaissances et qui supposent également, pour ce faire, une forme de mise en jeu de soi, mise en péril, on pourrait dire. Donc c'est cette expérience qui se trouve en quelque sorte transmise par les œuvres, et de sorte qu'elle implique les spectateurs, visiteurs. Parallèlement à ça, le monopole du spécialiste
en matière de fouille du passé ou en matière de saisie de l'expérience d'autrui, hein, se trouve battu en brèche. Alors que, je le disais tout à l'heure, l'historien ou l'anthropologue s'exprime ordinairement à partir d'un lieu qui lui confère une sorte d'autorité, ici, il s'agit d'un positionnement qui est plus personnel, on pourrait dire, et qui s'affirme, on le voyait tout à l'heure, dans son inconfort même. Mais finalement, c'est cet inconfort même qui fait que ça peut parler aux visiteurs qui se trouvent de plein pied avec la personne qui mène l'enquête. Je voudrais insister, avant de finir, hein, sur le fait que l'enquête ne tient pas à un seul travail de terrain, puisque les éléments prélevés, les informations recueillies se trouvent ensuite présentées sous les formes de dispositifs qui sont variés. Hein, dans le livre, dans l'exposition, ce sont majoritairement les dispositifs que mobilise Pernaut, mais d'autres photographes exploitent beaucoup les ressources du web, par exemple. D'autres, je pense à Guillaume Herbeau, publie dans des revues, enfin, aux côtés d'autres formes. Et donc, cette disposition des éléments, cette mise en relation des éléments joue un rôle et se présente comme une forme de poursuite de l'enquête de terrain. C'est-à-dire que l'enquête ne se termine pas avec l'enquête de terrain, le travail de terrain, elle se poursuit par la réorganisation de tous les éléments sous des formes diversifiées. Et c'est ce que note Georges Didier Huberman à propos des travaux d'Abby Warburg. Alors vous connaissez sans doute Abby Warburg, un historien qui fonctionnait pour réfléchir à partir de la mise en relation de représentations diverses. Hein, et disposer ça sur des tables ou sur des panneaux muraux. Hein, et c'est en confrontant les images les unes avec les autres, hein, que lui venaient des idées et que des éléments pouvaient surgir. Hein. Et Didier Huberman commente cela, hein, en écrivant « La table n'est que le support d'un travail toujours à reprendre, à modifier, si ce n'est à recommencer ». C'est-à-dire que c'est toujours inachevé, hein, qu'on peut toujours opérer de nouveaux rapprochements, de nouvelles mises en relation. Elle n'est que surface de rencontres et de dispositions passagères. Donc, en réorganisant les matériaux prélevés, on peut réfléchir, on peut faire naître du sens. Hein. Donc, tout cela appartient à l'enquête. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que quand on dit enquête, on pense aussi au travail du détective. Hein. Et le travail du photographe qui s'interroge sur le réel, le travail du chercheur en sciences humaines et le travail du détective ont certains points communs. D'ailleurs, c'est Luc Boltanski qui a fait un livre en 2012 qui s'appelle « Énigmes et complots, une enquête à propos d'enquête », qui montre que le roman policier est né au XIXe siècle en même temps que la sociologie. Et il dit que ce n'est pas du tout un hasard, ce n'est pas une coïncidence, hein, c'est un moment où il y avait une profonde inquiétude par rapport à la société, et c'est cette inquiétude, c'est ce besoin de comprendre, hein, que ces démarches d'enquête traduisaient. Et le détective, pensez à des films peut-être que vous avez en tête, il arrive souvent qu'un détective, lorsqu'il mène son enquête, rassemble sur un panneau mural des tas d'éléments, des photos prises, des petits schémas, des objets prélevés, puis finalement tire un petit peu du sens de la réorganisation de ces éléments. Et donc là, on voit bien aussi, à travers l'activité du détective, comment il va, à partir des éléments prélevés, poursuivre l'enquête en opérant des mises en relation. Alors en tout cas, pour finir, hein, il me semble qu'on voit bien là qu'on est face à un processus qui est un processus pragmatique, qui part d'une expérience de terrain, qui se poursuit en opération de réorganisation, de disposition et de montage, hein, et qui fait du travail photographique
un outil de connaissance, un laboratoire de connaissances. Et bon, c'est peu ou prou ce que j'ai essayé de dégager en parlant d'enquête de photographe. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de mon livre. Et donc, comme il était convenu, hein, je me tourne donc vers Bertrand Meunier, puisque Bertrand Meunier expose en ce moment à l'Institut pour la photographie, un travail qu'il a réalisé dans le cadre d'une commande. Et Bertrand Meunier, qui appartient au collectif Tendance Floue, me semble représenter cette volonté de certain nombre de photographes contemporains de témoigner du monde avec engagement et au travers de processus, alors qui à mon sens, mais justement nous allons en parler, sont proches de démarches d'enquête. Et donc nous allons poursuivre par une sorte de dialogue avec Bertrand Meunier. Et donc peut-être on pourrait commencer, Bertrand, par l'histoire qui vous a amené à vous rapprocher de Tendance Floue. Qu'est-ce que c'est que Tendance Floue et comment ce collectif vit et se pense? Bonjour. J'ai intégré, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tendance Floue est un collectif de photographes. On est 15 photographes actuellement. Et ce collectif a été créé il y a... a été créé il y a 30 ans. Voilà. Le principe du collectif, et ce qui nous intéresse, c'est pouvoir faire œuvre commune et faire des projets communs. Voilà. C'est vraiment l'essence de Tendance Floue. Donc il y a énormément de projets qui ont été faits ensemble, et dont le dernier dont je vous parlerai, qui est Azimut, une marche photographique. On a été donc 13 photographes de Tendance Floue à marcher à travers la France, et nous avons invité 15 autres photographes à marcher avec nous. Donc c'est un livre qui sortira mercredi prochain, avec une sortie au Bal à Paris, un livre qui sort chez Textuel. Voilà. Donc Tendance Floue, c'est vraiment, c'est pas une agence, c'est vraiment, on partage un partage de savoir-faire, un partage de passion, un partage d'œuvres communes. Encore une fois, c'est aussi un impôt politique, c'est-à-dire que nos ressources passent par le collectif, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un impôt révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on doit reverser 20% de tout ce qu'on gagne au collectif pour pouvoir exister. Donc il y a un vrai engagement dans notre démarche. J'arrive pas à le faire, mais très honnêtement. Oui, j'arrive. Bon, peut-être c'est là-haut maintenant. Oui, voilà, quitter. Ah, voilà. Donc, pour enchaîner, les premiers travaux que vous avez réalisés, bien avant d'ailleurs de rejoindre Tendance Floue, ont porté sur la Chine. Vous y êtes retourné un grand nombre de fois. Et donc, qu'est-ce que finalement qui vous attire autant en Chine parce que vous y avez fait de nombreux séjours. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous y... Bon, vraiment... moi, donc je pratique la photographie. Ce que dit Daniel, c'est cette pratique de la photographie de l'enquête, enfin du questionnement. Il n'y a pas de photographie s'il n'y a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que je me suis toujours questionné sur pourquoi on faisait de la photo, quel sens on donnait à nos images. Et donc j'allais dire deux grandes passions, deux grands travaux que je continue à mener. C'est un questionnement sur la Chine, un questionnement sur mon propre pays, donc la France. Et donc c'est deux démarches concomitantes que je fais bon an mal an, sur une année, en faisant plusieurs voyages, soit en résidence en France, soit en partant sur la Chine et en questionnant ce pays. Donc les premiers travaux que j'ai pu réaliser en Chine, je les ai faits. J'étais d'une certaine manière, je gagnais ma vie en étant en des commandes de presse. Enfin, c'est important ce que disait Daniel, c'est est-ce qu'on peut être
documentariste, est-ce qu'on peut avoir une forme d'esthétisme, enfin pas d'esthétisme, mais être un photographe auteur, contemporain, et pratiquer la photographie de presse. Voilà, et ça, il y a une antinomie, deux pratiques antinomiques. En tous les cas, on nous a toujours regardé de façon complètement antinomique. Ceux qui étaient photographes, on va dire, artistes, et les photojournalistes. Et moi, j'ai commencé avec la photographie de presse, qui m'a permis de gagner ma vie, et en même temps, de commencer d'autres travaux sur la Chine. Donc, je vais vous présenter... Oui, donc un premier travail que tu réalises sur la Chine, c'est Le sang des autres. Le sang de la Chine. Le sang de la Chine, oui, pardon. Et que j'ai fait avec Pierre Aski. Alors c'est un travail que j'ai réalisé avec Pierre Aski en 2001 et 2002 pour Libération. C'était le scandale du sang contaminé en Chine, quand dans des milliers de paysans de la province du Henan vendaient leur sang pour gagner un peu d'argent. Il y a eu à peu près entre 1 million et 2 millions de paysans chinois qui ont été contaminés. Et suite à un article du New York Times, on est parti dans un de ces villages du Henan pour un premier voyage pour Libération. C'était des voyages très courts, parce que bon, d'une part, on a été arrêté très très vite, donc ça a été extrêmement pénible, arrêté par les autorités, mis en prison, on est sorti peu de temps après, et 6 mois après, on a décidé de repartir, j'allais dire terminer notre enquête. Et là, les images que vous allez voir, c'est des images que j'ai pu faire en allant à pied de façon complètement illégale dans 2 villages, en nous cachant, en faisant les photos de nuit et en repartant très tôt le matin avant que nous soyons arrêtés, parce qu'il y avait des polices qui gardaient ces villages. Voilà. C'est une enquête qui a été publiée dans Libération et après qui a fait l'objet d'un livre chez Grasset, donc le texte de Pierre Aski et mes images. Et les gens que vous voyez, ce sont des gens qui ont vendu leur sang et qui sont en train de mourir. Ils sont atteints du virus HIV et qui mouraient un par un dans leur village. Donc bien sûr, les autorités nous interdisaient d'accéder à ces villages et toute enquête était interdite. Ce que je vous disais, le premier voyage, on a été arrêté. Donc voilà, c'était, je pense, c'est ce qui m'a... C'est pas ce voyage qui m'a fait aimer la Chine. En tous les cas, c'est ce voyage qui m'a dit, est-ce qu'on peut aller regarder autrement ce pays, autrement que certains médias peuvent le regarder. Et cette dernière image, ce que je disais, elle appartient c'était le premier voyage, c'est les habitants sont projetés sur la voiture, nous empêcher de partir du village. Ils voulaient absolument qu'on reste pour témoigner, alerter les autorités. Et nous, en tant que en tant qu'étrangers, on était garant pour eux d'une certaine forme de témoignage, pouvoir témoigner de l'incurie des autorités et de la mort des membres de leur communauté. Voilà. Donc c'est un travail journalistique, un vrai travail d'enquête, parce qu'on y est retourné 2 fois, et après essayer même de retrouver dans les hôpitaux certains survivants, enfin ceux qui ont pu se faire soigner, pour pouvoir sortir ce livre, voilà, qui est sorti chez Grasset. Et à partir de là, moi j'ai voulu enquêter, si je peux reprendre ce terme, sur ce qui se passait en Chine à ce moment-là. C'était la grande fin de l'industrie étatique chinoise. C'est-à-dire que si la Chine s'est construite sur un modèle maoïste où l'ouvrier était en haut de la pyramide, avec les grandes réformes de Deng Xiaoping, on a fait fermer ces usines étaient devenues obsolètes, et on a licencié des milliers de personnes. Et je suis parti pendant plusieurs années dans ces zones du nord-est chinois, témoigner de la fin d'une grande époque. Et ce que souvent je dis, ça a été la seconde révolution culturelle chinoise. Donc c'est un travail que j'ai mené, pardon, Daniel, sur... Je voulais juste te dire que ça s'appelait Erased. Ouais. C'est tout. C'est un travail que j'ai mené sur 9 ans à peu près. Donc c'était des voyages, des allers-retours que je faisais en Chine pour réaliser ce travail, qui n'est pas du tout un travail journalistique, vous verrez. C'est un travail, une allégorie d'un monde qui se termine.
exemple sans le commenter.
Voilà, donc je pense que c'est bien que nous ayons pu voir cette œuvre en entier, parce que ça nous permet de réfléchir à l'importance du dispositif, hein. Je parlais tout à l'heure de dispositif, mais bon, finalement, dans l'ouvrage que tu as réalisé avec Pierre Aski, Le sang de la Chine, bon, on a déjà une forme de dispositif, puisqu'il y a le texte du journaliste et puis le cahier de photographie. Ici, c'est un dispositif très différent, mais les images ne sont pas présentées seules, elles ne sont pas présentées n'importe comment, loin de là, hein, puisqu'il y a donc ce montage qui est quasi cinématographique, et puis il y a des fondus enchaînés, il y a aussi des mouvements où l'on balaie la photographie, donc tout cela euh, modifie profondément l'appréhension qui est celle des images. Et puis il y a cette musique qui joue un rôle extrêmement important dans le sens, dans la manière dont on perçoit cela. Et cela, on le retrouve dans pas mal d'autres travaux que tu as réalisés. Je pense à ce que tu as réalisé à Clermont-Ferrand, enfin à d'autres travaux, hein. Donc à chaque fois, il y a vraiment une réflexion chez toi sur le dispositif de monstration, la manière dont les images sont combinées entre elles, avec certains modèles cinématographiques parfois, et puis la manière dont elles sont combinées avec des mots. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, parce que ça me paraît vraiment intéressant, enfin moi ça m'intéresse beaucoup. Ouais, j'essaye à chaque invitation en résidence ou un travail qu'on me demande de faire, j'essaye de trouver la meilleure façon de rendre compte de ce travail. En tous les cas, ce que j'ai pu ressentir sur le lieu où j'ai travaillé, c'est de rendre de rendre ce travail le plus sincère possible. Donc par rapport à Erase, ça a été des années de travail qu'il fallait mettre en forme. Alors on peut le mettre en forme sous forme d'exposition, mais c'est à peu près 80 images, donc c'est énorme, hein, c'est un coût. Et puis il y avait cette forme aussi cinématographique, je viens plutôt du cinéma, avec le son qui me paraît extrêmement important pour plonger le spectateur, le regardeur, dans un univers qui pourrait être celui que je tends à donner au spectateur. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, certaines réalités sociales qui font que l'image peut-être ne suffit pas. Et j'aime entendre, j'aime des sons, j'aime des dialogues, et j'aime peut-être aussi le témoignage de ceux que je photographie ou de ceux que je photographie dans des lieux très précis. Alors, à partir de là, j'ai eu des exemples. J'ai été, par exemple, invité, alors c'est une résidence à Clermont-Ferrand. Chaque année, il y a un artiste invité. Je pense à John Davis, que tu connais bien. Moi, j'ai été invité après John Davis, qui avait travaillé donc, sur Clermont-Ferrand. Moi, il y avait un événement qui m'avait marqué dans cette ville. C'était dans un quartier dit difficile. Il y avait alors, c'est juste pour que tu le montres pendant que tu le commentes. Il y a eu TF1 qui était venu filmer ce qui s'était passé à Clermont-Ferrand. Et moi, j'ai voulu travailler sur ce que j'appelle le plateau. C'est la... Attendez, excusez-moi. Je vais le passer pendant que tu parles. Présentation. Donc ça, c'est... Ça, c'est la restitution. À Clermont-Ferrand, ils font à chaque fois un livre en fin de résidence. Moi, j'ai refusé. Enfin, j'ai pas voulu faire un livre, j'ai voulu faire un journal. Parce que j'ai travaillé dans une zone de sécurité prioritaire et il me semblait inconcevable de faire un livre à 35 € ou 35, 40 € que les habitants ne pourraient pas acheter. Donc moi, j'ai travaillé dans cette zone de sécurité prioritaire en essayant de déconstruire l'image que voulaient bien donner certains médias de ce quartier-là, qui était le quartier Saint-Jacques, où effectivement, il y a des difficultés, mais quand il y a 10 000 habitants, il n'y a pas que des habitants qui tiennent les murs et qui créent des problèmes. Donc j'ai passé près de 8 mois en faisant des allers-retours dans ce quartier-là, en interrogeant, en photographiant, en essayant de déconstruire ce quartier-là. Et à côté de ça, j'ai fait un film de 26 minutes où j'ai interrogé certains jeunes du quartier en leur demandant de présenter, leur quartier. Voilà, alors c'est une exposition qui a eu lieu à la Maison de la photographie de Clermont-Ferrand. Et j'en ai des souvenirs, si vous voulez, en tant que photographe, quand j'ai
quand j'ai travaillé, j'en ai des bons souvenirs. Et le jour de la restitution, voilà, les habitants de Saint-Jacques sont venus, certains habitants, et parce que vous verrez, peut-être vous l'avez vu, il y a des personnes de deuxième génération, des personnes de couleur. On m'a demandé où étaient les Gaulois. Et c'est des choses qui m'ont énormément interrogé, en fin de compte, sur l'idée de la représentation d'un quartier. Et qui fait écho à d'autres travaux que j'ai pu faire dans le département de Seine-Saint-Denis, de 93, où je me suis retrouvé souvent confronté à l'idée de la représentation. Comment on représente ces quartiers-là? Et pouvez vous-même imaginer, quand vous regardez les informations, le journal et les journaux télévisés, comment on représente certains quartiers, et notamment le 93. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est un vrai questionnement. Voilà. Donc là, vous voyez des jeunes qui habitent effectivement une zone de sécurité prioritaire. C'est la 48e zone de sécurité prioritaire créée par Emmanuel Valls à l'époque et qui a mauvaise réputation à Clermont-Ferrand. Et comment déconstruire tout ça? Voilà. Donc là, vous voyez, ça, je me souviendrai toujours de ces images qui étaient représentées au musée et un journaliste m'a demandé où étaient les Gaulois en regardant ces 3 jeunes hommes. Parce que, bon, vous voyez, vous pouvez imaginer de leurs origines. Et à côté de ça, je ne l'ai pas là, mais voilà, j'ai interrogé ces jeunes, ils témoignaient de leur quartier. Donc voilà, c'est pour répondre à Daniel. Voilà. J'essaie d'adapter à chaque fois ce que je fais et la manière de le représenter dans les lieux où je suis invité. Et d'inventer des nouvelles formes aussi de représentation, où en tous les cas, des fois, l'image ne me suffit plus pour penser et réfléchir à ce que je peux photographier. Alors peut-être justement, pourrait-on travailler, parler de quelque chose d'assez différent que tu as réalisé à Valparaiso. C'était une commande, si je ne me trompe, ou une invitation, pardon. En résidence, oui. Et tu as travaillé sur un quartier de Valparaiso où s'installaient les gens des classes moyennes. Et donc était un nouveau quartier où on construisait des sortes de pavillons. Et donc c'est aussi un travail assez long dans la durée que tu as mené. Chez les deux fois. Et qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Kurauma. Je te laisse en parler. C'est toujours les mêmes formes d'interrogation. Vous êtes invité à résidence, alors cette fois c'était à Valparaiso. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville magnifique, classée à l'UNESCO face au Pacifique, et il y a un photographe, Sergio Larraín, qui a photographié pendant 25 ans sa ville, qui a fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle Valparaiso, qui est un ouvrage mythique. Et quand vous êtes invité en résidence dans cette ville, tout de suite, vous pensez à Sergio Larraín. Donc, Valparaiso est un port et vous allez essayer d'éviter les grandes caricatures de l'invitation en résidence et du port. C'est-à-dire, je n'étais pas le premier invité en résidence. Juste avant moi, il y avait eu Anders Petersen, il y a eu Antoine D'Agata. Et je ne voulais pas photographier les prostituées, les marins et les tatoués. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la photographie, il y a des sujets de prédilection chez les photographes. Et c'est vrai qu'une prostituée, je m'excuse de le dire, un homme tatoué ou une femme tatouée, c'est très beau, c'est très esthétique. Voilà. Et donc je suis arrivé là sans connaître cette ville, et je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que devenaient les classes moyennes, qu'est-ce qui se passait avec ces classes moyennes à Valparaiso. Et comme partout, elles fuient, on va dire, une forme d'insécurité, et se font construire au-delà de la ville, juste de l'autre côté de la ville, ce que vous allez voir. Donc c'est des quartiers qui se retrouvent juste derrière les collines de Valparaiso. On déboise, on coupe et on quitte, si vous voulez, ces maisons de Valparaiso face au Pacifique, ces maisons en bois colorées, alors qui sont pour certaines sont difficiles à rénover, à restaurer, à entretenir, mais on quitte cette vue sur le Pacifique pour aller habiter ce genre de lieu. On s'endette auprès des banques, mais on aura certainement une forme de sécurité à vivre dans ces pavillons similaires qui font penser bien sûr à plein de zones d'Amérique du Nord, mais aussi à ce qu'on peut retrouver
en Europe. Alors, ces images, moi, me font penser aux travaux d'un Lewis Boltz, d'un Robert Adams, tels qu'ils les ont développés dans les années 70-80. On retrouve la représentation de mêmes sites déshumanisés, qui utilisent des matériaux de fabrication industrielle, où on a une société quand même très individuelle, claquemurée sur elle-même. Ces travaux étaient présents à ton esprit quand tu as fait ces images ou... Oui, oui, j'ai une admiration, beaucoup de respect pour les travaux de Lewis Boltz et Robert Adams, et notamment quand ils sont passés de cette photographie humaniste européenne vers le document. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est cette image document qui fait sens, qui donnera non pas une preuve, mais qui restera comme historique. Voilà, on a déboisé, on a construit ça. Et peut-être dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ces maisons, de toute façon, ils vont les détruire parce qu'elles sont faites de mauvais matériaux. Et il faudra bien témoigner de l'existence de ces maisons dans quelques années. Et j'ai bien sûr pensé à ces photographes. Mais encore une fois, en tant que moi-même photographe, c'est en réaction aussi peut-être à des images faciles, des images très esthétiques, qui sont très belles, mais encore une fois, du marin, de la prostituée, de l'homme tatoué. Voilà. Et comme ces photographes, tu utilises le noir et blanc, que tu développes toi-même, tu utilises des formats qui restent de dimensions assez restreintes, donc il y a une sobriété quand même des moyens que tu utilises. Oui, donc, comment tu peux revenir sur ces choix esthétiques qui sont les tiens? Alors, on en discutait tout à l'heure, dans l'idée de la monstration est importante. Donc c'est vrai que moi je fais des choix, et ça vous le verrez, vous pouvez le voir dans la salle où j'expose, j'évite le grand format pour plein de raisons. Historiquement, pourquoi on est arrivé au grand format, ça c'est quelque chose qui m'appartient. Je me questionne beaucoup sur le grand format et j'aime bien le petit format. Un format, j'allais dire, à taille humaine, où on s'approprie l'image, le document, on le regarde, on essaye de comprendre, et non plus l'image comme l'image de salon, l'image décorative, cette image qu'on met derrière son canapé. Pour moi, l'image doit faire sens et donc est certainement un document. Et donc souvent, là, vous voyez des diptyques parce que c'est des images qui s'associent et qui marchent, là, dans le cas présent, sous forme de diptyque, mais ça reste pour moi des documents. Et j'aime que le regardeur s'approprie ces images. Il y a même une démarche physique d'aller vers l'image. Et sur la salle où j'expose ma résidence à Mons-en-Barreuil, il y a 3 formes de tirage, 3 formats. Et à chaque fois, il y a une distance que le regardeur doit s'approprier. Il y a le petit format, il y a le grand polyptyque de 15 images sur l'urbanisme, et puis une grande fresque qu'on peut regarder à 3 mètres. C'est 3 façons de regarder des images qui m'apparaissent importantes. Alors, il est peut-être temps de parler du travail que tu as fait en France, puisque c'est quand même aussi ce qui est montré ici. Depuis, je crois que c'est à partir de 2009, puisque c'est une résidence, une commande de la ville de Sète qui t'a amené à te tourner vers la France. Et puis, il y a eu ce travail à Clermont-Ferrand dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, ce travail s'est poursuivi donc, dans une série qui s'appelle « Je suis d'ici ». Alors finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu de s'intéresser à la Chine, au lieu de s'intéresser à la Corée ou à Valparaiso, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se tourne vers son propre pays, donc vers des sites qui sont quand même des sites beaucoup plus ordinaires et familiers? Est-ce que ça change la manière d'envisager le reportage, la démarche documentaire? Oui. Moi, ce qui m'apparaissait important, c'est, moi qui vais beaucoup en Chine, il y a indéniablement une forme d'exotisme. Et se questionner sur son propre pays est quand même une démarche difficile, en évitant, en tous les cas, on n'est plus dans l'exotisme. En tous les cas, d'éviter cette forme d'exotisme. Déjà, de par la distance, et de regarder son pays en évitant toutes les formes spectaculaires que je peux reprocher, j'allais dire, à certains médias écrits ou médias télévisuels. Et de revenir à une sobriété, à un décalage, à une lenteur, et s'approprier différemment le temps de la réalisation d'un documentaire ou d'un travail. Donc Mons, l'invitation en résidence que j'ai eue à Mons, participer, si vous voulez, à tout le travail que je mène sur la France, que j'appelle « Je suis d'ici », c'est de me donner ce temps long,
ce ton long pour aller... attendez, je vais vous montrer. Je vais le passer en même temps que tu parles. Ouais, attends, je vais les mettre là. Donc toutes les images que je vous présente, c'est celles, en partie celles qui sont présentées à la salle. Mais voilà, je suis resté, en faisant des allers-retours, bien sûr, 9 mois sur la ville de Mons, en essayant de m'approprier cette ville à ma manière. Et en essayant de trouver, enfin non pas une poésie, mais une narration, une sensibilité qui m'appartient, et en évitant, encore une fois, et c'est un mot que j'utilise beaucoup, toute forme spectaculaire d'image. C'est extrêmement important, parce qu'après on parlera, par exemple, de mon prison, et on en parlait avec Mathieu Pernaut. Voilà, c'est des questionnements. Le spectaculaire, c'est quelque chose qui transforme le regardeur, qui transforme le spectateur et qui va l'inciter peut-être sur ses choix politiques vers des terrains que je trouve des fois nauséabonds. Donc retrouver, j'emploierai pas le mot banalité, mais quelque chose de presque neutre pour témoigner de quelque chose. Et puis peut-être employer le mot poésie, je n'en sais rien, mais elle est quelque chose de très, très doux. Et toutes ces images, si vous voulez, alors là on ne le voit pas à l'écran, mais vous pouvez le voir à la salle. Moi je parle souvent d'un noir et blanc, le noir et blanc a plein de couleurs. Entre mon noir et blanc de la Chine et le noir et blanc de je suis d'ici, il est complètement différent. Je suis d'ici, c'est très doux, c'est des tirages que je fais, donc voilà ma manière, donc ça va rester très très doux, alors que la Chine, il y avait une forme de développement, une forme de tirage, si vous voulez, pour ceux qui connaissent. Moi, j'exposais mes films à la 3002, par exemple, je les développais, je les surdéveloppais, donc il y avait énormément de grains, il y avait quelque chose, j'en rajoutais sur la forme, mais c'est quelque chose que je voulais, alors que sur la France, j'essaye, enfin je tente, et je fais des développements extrêmement doux pour rester dans cette forme de neutralité. Dans ce travail, on observe une alternance entre des vues de personnes, des portraits, pourrait-on dire, hein, et des vues de sites. Alors moi, ça me paraît vraiment intéressant, et l'accrochage ici le met en valeur, hein, ce lien, ce dialogue qui s'établit entre les personnes et les lieux. Donc tu as dû le concerter, j'imagine. Parce que de toute façon, les lieux qu'on habite nous transforment, nous forment, ont une énorme influence sur nous. Donc j'allie généralement le portrait. C'est des portraits travaillés, c'est des portraits. Je prends rendez-vous avec ces jeunes gens avec qui je discute. Des fois, j'ai un assistant avec moi. Et puis après, on fait une mise en scène. Enfin, une mise en scène, oui, c'est une mise en scène. Et ça prend un peu de temps. Et en parallèle, je questionne le territoire que ces gens habitent. Moi, je crois qu'il est important de ne pas déconnecter effectivement l'image qu'on voit, dont tu parlais, et puis toute la procédure d'approche des gens, des lieux. C'est-à-dire que la photographie ne s'arrête pas à la prise de vue, n'est pas qu'affaire de prise de vue. Non. De prise de vue aussi, mais c'est toute une approche, et puis un travail aussi post-prise de vue. Il y a l'avant, le pendant. L'avant est passionnant parce qu'on se met en contact avec les gens, que ce soit en France ou que ce soit en Chine. Hein, de toute façon, hein, il y a tout un travail d'enquête pour aller sur ces lieux-là. Là, par exemple, sur un monstre, c'est un travail d'enquête pour être en contact avec ces personnes, leur demander l'autorisation, enfin leur expliquer votre projet, obtenir leur autorisation. Alors toutes ces personnes sont majeures. Je le dis parce que j'évite de photographier les mineurs pour des histoires d'autorisation. Donc expliquez votre projet, que ces jeunes gens acceptent, se prêtent au jeu. Et puis après, il y a tout le travail, donc tout le processus de développement et de tirage. Et après, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, comment montrer ce travail et qu'il soit pertinent, qu'il fasse sens. Et donc on l'adapte au lieu où vous êtes invité. Et puis il y a les questions du temps. Ça, je pense que c'est extrêmement important dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un travail que, bon, ça s'est étalé sur 9 mois, mais ce n'est pas un travail que j'aurais pu faire en 15 jours. Il m'aurait été impossible de faire ce travail-là, non pas que les photographies soient extraordinaires, peu importe,
C'est-à-dire, j'aurais pas pu avoir contact avec ces gens-là, déjà, et puis j'aurais pas eu les mêmes lumières. Par exemple, toutes les images sur l'urbanisme ont été faites en hiver, pour avoir ces lumières d'hiver. Voilà, avec vraiment quelque chose de particulier sur cette lumière, sur le bâti. La plupart du travail, enfin, des travaux que tu as réalisés en France portent finalement sur les périphéries urbaines. La périphérie, la marge des villes prend une grande place pour toi. Je suis fasciné. Je suis fasciné par ce pas de côté, cette marge, cette périphérie, et surtout comment on aménage notre territoire en France. Enfin, comment on n'a pas aménagé notre territoire en France, ou comment on le saccage. Pour moi, c'est un vrai questionnement, c'est une vraie source d'interrogation et une vraie source d'enquête, de témoigner du non-aménagement du territoire français. Je ne suis pas le seul à avoir fait. De Pardon, par exemple, on en a beaucoup parlé, mais c'est comment questionner notre territoire. Et les personnes qui y vivent. Tout à fait. Parce qu'ils sont quand même très présents dans ton travail. Mais j'ai besoin, habitants, ce n'est pas une photographie topographique que tu fais là. Non. C'est une photographie centrée sur l'humain. Enfin, je le sens comme ça, en tout cas. L'humain et photographier les lieux qu'ils habitent. Oui. C'est extrêmement important pour moi. Il me semble que, peut-être que je brûle les étapes, mais qu'on pourrait parler du dernier livre que tu prépares avec Tendance Floue, que tu as coordonné. Tout à fait. Et donc, il s'appelle Azimut. Il va sortir aux éditions textuelles la semaine prochaine, je crois. Donc, nous avons tous soif de le découvrir. Et peut-être que tu pourrais... Excusez-moi. En dire un mot, parce que là aussi toute la démarche donc est extrêmement importante. Il s'agit d'un travail collectif donc auquel ont participé tous les membres du collectif. 13 photographes qui ont participé à cette marche. Ce que je vous disais, ça a été un coup de tête de la part du collectif, de multiples réunions. On sortait d'un énorme projet où on était le collectif artiste invité en Corée, et donc c'était quand même beaucoup de travail. Ça s'est étalé sur 2 ans, nos résidences, et on voulait revenir sur quelque chose de simple, qui s'est pas avéré simple à la fin, mais voilà, c'était partir à pied avec un sac à dos et notre appareil. Et nous avons été 13 à partir du collectif, et à partir de là, il y a plein de gens qui nous ont appelés, qui ont voulu se greffer à cette marche, et nous avons invité 18 photographes extérieurs pour faire ce parcours en France. Donc, le livre sort mercredi. Et donc, l'idée était de partir. Alors, j'ai été le premier, partir de l'atelier à Montreuil. J'ai marché 9 jours et j'ai passé le relais à un de mes amis, un de mes collègues photographes, et ainsi de suite. Il n'y a jamais eu d'interruption. Tout s'est fait à pied. Il y avait des dogmes, interdiction de prendre n'importe quel autre moyen. Voiture, car, tout s'est fait à pied. Et ça s'est terminé à Saint-Jean-de-Luz. Donc il y a eu une restitution qui s'est faite au fur et à mesure de la marche sous forme de cahier. Et puis à la fin, pour l'anecdote, Xavier Barral a vu ces cahiers, a voulu publier. Il est décédé entre-temps, et c'est Textuel qui publie le livre. Et il y aura l'exposition à Châlons, au musée Niepce à Châlons, au vernissage le 23 octobre. Et voilà, c'est 31 photographes qui ont parcouru le territoire français. Alors, ce qui était étonnant, il y avait cette liberté, c'était une totale liberté. Et on s'est très vite rendu compte que le texte était aussi important que les images, voire plus, pour certains photographes. Et on aurait pu publier un livre seulement de texte. Là, les photographes ont ressenti le soir ce besoin d'écrire, de poser des mots sur cette marche. Alors je tiens à souligner, moi j'ai voulu partir le premier, il en fallait un, mais je voulais absolument traverser la banlieue sud de Paris, toujours avec mes obsessions de la périphérie. Mais je pense à Flore, chez nous, qui elle est partie avec une tente et qui pendant 8 nuits est restée sous la tente en marchant toute seule dans les bois dans la Corrèze. Voilà, il y avait aussi cette performance psychologique aussi, de se retrouver seul en marchant. Voilà, ça c'est Flore.
qui n'était pas simple. Donc, les textes ont une grande importance dans ce travail. Là, vous voyez Matt et José. Alors, Matt et José, eux, ont fait une grève de la marche. On refusait de marcher. Donc, ils étaient sur le plateau des 1000 Vaches, à côté de Tarnac, pour ceux qui connaissent, et sont restés pendant 9 jours à ne pas marcher. Et en produisant aussi un abécédaire, qui est, bon, si vous avez l'occasion de le lire, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, ça fait partie des projets collectifs de Tendance Loup. Et ça, avec Courtney Roy. Et puis voilà, ce projet se termine. Et là, actuellement, à Tendance, on essaye, enfin, c'est pas qu'on essaye, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Enfin, c'est pas qu'on soit... Les anniversaires ont une grande importance, mais on a lancé notre prochain projet collectif qui sera sur la notion de fragilité. Voilà, et c'est cette fragilité, ce mot fragilité, pourquoi fragilité? Je pense que le confinement, en tous les cas, ce qui se passe actuellement, nous a pas mal marqué. Et puis, de réunion en réunion, on est arrivé à essayer de se dire que ce serait pas mal d'exprimer par l'image, peut-être par le texte également, cette notion de fragilité qui nous habite actuellement. On pourrait continuer longtemps encore, mais peut-être qu'on pourrait laisser des questions venir des gens qui sont ici. Bon, s'il n'y en a pas, je peux poursuivre, puisqu'on a encore plein de choses à se dire. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions qui viennent de la salle, que ce soit d'ailleurs sur mon approche personnelle ou, bien sûr, et de façon privilégiée sur le travail de Bertrand. Oui, Bertrand, tout à l'heure, tu racontais la question qu'on t'avait posée lorsque tu avais montré quelques portraits sur Clermont. La question était la suivante: où sont les Gaulois? Par contre, on n'a pas eu la réponse que tu as donnée. Je serais curieux de savoir ce que tu as répondu, moi. Je prends le micro. J'allais dire, c'est pas un bon souvenir. Je ne sais pas si c'est un bon souvenir, mais... c'était violent, c'est extrêmement violent, si vous voulez, comme question. Et j'étais vraiment face à ces trois portraits. Et il faut dire, l'exposition démarrait avec une phrase de Georges Perec, où Georges Perec disait que les médias n'apprenaient rien, lui apprenaient rien. Donc bon, je pense que le journaliste s'est senti agressé avec cette phrase qui était énorme dans l'entrée du musée. Et puis je lui ai montré les trois jeunes hommes qui étaient en photo en disant que c'était des deuxième et troisième générations. Voilà. Et là, l'interview, c'était une interview, c'est arrêté là. Voilà. Et pour tout vous dire, j'étais, bien sûr, mal à l'aise. Les gens qui m'invitaient, donc le directeur de la culture de Clermont-Ferrand qui était là, était lui-même extrêmement mal à l'aise, parce que ce genre d'invitation, et ça, il faut le savoir, ce genre d'invitation en résidence dans certaines villes, ça peut être simplement un objet de communication de la ville. Alors, je ne vous cacherai pas que moi, j'ai été invité dans une autre ville en résidence, à Montbrison, pour ne pas la nommer. J'ai fait mon travail. Quand la mairie a vu mon travail, qui devait payer pour la publication du catalogue, ils ont refusé. Donc voilà, je tiens à dire, voilà, Clermont-Ferrand, ils l'ont publié, ce cahier, c'était très bien, mais quand est-ce que l'artiste se transforme en faire-valoir de l'image de la ville? C'est vraiment des questions sur lesquelles, en tous les cas, j'encourage chaque photographe ou chaque artiste à se questionner. Et j'ai vu d'autres résidences à Clermont-Ferrand où le photographe, en fin de compte, on ne prend plus de risque, si vous voulez. On va donner une image de la ville ou du quartier ou je ne sais quoi, complètement lissée. Et je pense, si on on en avait parlé avec Daniel, moi, il faut que ça fasse sens. Il faut que ça frotte. Il faut que ça, faut que ça questionne. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je vous ai montré Kurauma, ça a été montré au Musée des Beaux-Arts de Valparaiso. Et si vous voulez, la classe moyenne, la classe moyenne de Valparaiso, c'est elle qui subventionne, je ne sais pas moi, le musée. Mais quand ils ont vu la représentation de leur quartier, ils ont été surpris, choqués. Ça leur a pas plu. Voilà.
donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien, mais voilà, pour vous dire, moi l'image, bon, je suis passionné d'image, mais on peut tout faire avec l'image. Ce que je vous disais tout à l'heure, je me méfie énormément des médias, ou ce que peuvent faire penser, comment les médias peuvent nous transformer. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me questionne, et je me méfie énormément quand je travaille en images, hein, en photographie, en vidéo, avec du son. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. C'était juste pour continuer sur le même sujet. Par rapport à Valparaiso, du coup, pourquoi ne pas avoir donné la parole à cette classe moyenne, alors que du coup, à Clermont-Ferrand, vous avez donné la parole Bonne question. Alors, il y a ce que je disais, une question de temps. J'étais invité deux fois 14 jours avec le voyage, donc c'est très court. Et je n'ai pas pris le temps, ou je n'ai pas voulu, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Et ce que disait Daniel, c'est un travail qui fait écho aux années 70 d'un Robert Adams. Et à lui seul, par contre, il y a un texte avec le catalogue de Jérôme Bachet, qui est historien, voilà, qui est un ami. Et voilà, on s'est vraiment questionnés tous les deux, et qui vient affirmer de façon, non pas sur Valparaiso, hein, mais de façon, on va dire, sur l'ensemble de notre planète, ces constructions qui viennent envahir notre paysage. Donc, c'était pas pointé, si vous voulez, la population de Valparaiso, de Curauma, mais c'était un problème beaucoup plus large sur l'aménagement de nos zones périphériques et nos zones pavillonnaires, que vous retrouvez, qu'on retrouve en France, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si, encore une fois, je réponds bien, mais bon, il y a une question de temps, et en même temps d'affirmer que la photo, peut-être là, dans le cas présent, puisse affirmer un propos qui se veut beaucoup plus large que le quartier de Curauma à Valparaiso. Mais il aurait été extrêmement intéressant, bien sûr, de savoir pourquoi ces gens-là se faisaient construire ce genre de pavillon. Mais voilà, je disais à Daniel tout à l'heure que là, je travaille à la frontière avec le Luxembourg, sur les frontaliers. Et il se passe exactement la même chose entre les habitants autour de Thionville et ces gens qui travaillent au Luxembourg, qui gagnent très très bien leur vie. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils se font construire de l'autre côté de la frontière. Côté français, c'est hallucinant. C'est exactement la même chose. Voilà. Une sorte d'HLM à l'horizontale. Merci pour vos deux présentations. J'ai une question pour vous deux. Bertrand Meunier, je crois, il a un peu répondu sur le rôle du commissaire ou du curateur, curatrice, dans justement la mise en valeur de la photographie documentaire, parce qu'on a des photographes qui non seulement décident évidemment de leur propre sujet, mais aussi mettent en scène à travers l'exposition. Et c'est ce que vous nous avez montré sur l'exposition au 104, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a encore j'imagine qu'il n'y a pas de réponse oui ou non là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore un rôle pour un commissaire ou un curateur, ou est-ce que justement il n'y en a plus besoin? Le photographe ou la photographe prend en main la représentation de son travail et voilà, et joue ce rôle-là à plein. Il me semble que c'est assez variable selon les situations, hein, qu'il n'y a pas, ça peut, voilà. Alors d'un côté, je pense qu'effectivement le rôle du photographe ne s'arrête pas à la prise de vue, et tout ce travail de mise en espace et de pensée de la démarche lui appartient. Dans le même temps, dans certains cas, le commissaire peut vraiment y participer. Il peut vraiment y avoir aussi quelque chose de collectif. Alors l'aspect collectif, on le voit avec Azimut, Bertrand vient d'en parler. Pour répondre à la question du commissaire, je voudrais parler d'un travail qui a été mis en place en Italie, qui s'appelle Calamita A, donc on peut consulter ça sur Internet en tapant Calamita/A avec un accent grave. C'est une enquête qui est réalisée sur la vallée du Vajon
dans le Frioul en Italie, qui est une vallée où un barrage a été construit en 63. Et puis, alors je raccourcis l'histoire, hein, mais en fait, le terrain avait insuffisamment été analysé parce que la priorité était donnée à des questions de profit. Et il y a eu un glissement de terrain qui a fait qu'il y a une vague gigantesque qui a complètement inondé la vallée, hein, qui était en dessous. Et donc ça a été un drame de l'ingénierie moderne, hein, Et récemment, un collectif s'est monté, se présentant comme un projet curatorial. C'est là que je réponds à votre question. Et donc l'idée était vraiment, elle émanait de deux Italiens, Marina Caneve et puis j'oublie le second, qui était de monter ce projet curatorial qui devait associer un grand nombre de photographes, chacun allant enquêter sur cette vallée avec ses moyens propres. Alors les uns ont privilégié le fait de consulter des documents, d'autres d'aller interviewer des habitants sur la catastrophe ou encore sur la manière dont finalement ils avaient été relogés après la catastrophe. D'autres réalisant des prises de vue, c'est le cas de François de la Derrière, sur des indices dans le paysage de cet événement. Mais c'est là que je réponds à votre question. L'important, c'était finalement le rôle du curateur ou du commissaire qui avait été à l'origine du projet, articulant les différents points de vue les uns avec les autres, pensant un petit peu le site, pensant le livre qui a été fait là-dessus. Ça s'appelle The Walking Mountain, c'est-à-dire la montagne qui marche, puisque ce mont a glissé dans le barrage et qu'il était réputé pour être un mont instable. C'est le mont Toc. Toc, alors je ne sais pas comment ça se dit en italien, mais Toc parce qu'un mont, ça couvre l'idée que c'est un mont un peu fourbe, un mont auquel on ne peut pas se fier, hein, et donc que le savoir populaire était au courant du fait qu'il ne fallait pas y construire n'importe quoi. Hein. Et donc là, on voit qu'il peut y avoir vraiment un rôle du curateur, hein, en amont, en aval de l'exposition. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est que les choses excèdent de beaucoup la prise de vue en tant que telle, parce que, comme le disait Bertrand, une image, finalement, on peut quand même lui faire dire beaucoup de choses, même si elle peut en dire aussi. Hein, et donc, tout l'environnement compte, toute la démarche au sein de laquelle elle s'inscrit compte. Donc, bien sûr, le commissaire peut avoir une extrême importance. Et beaucoup de travaux photographiques sont d'ailleurs collectifs. Il y a aussi toute cette interaction entre les différents acteurs, ce qui fait que souvent, c'est comme au cinéma. On dit beaucoup que le cinéma est un art collectif qui allie tout un groupe d'individus, tout un monde de personnes qui travaillent ensemble, mais il en va ainsi souvent du travail photographique. Sur les commissaires, alors je vais éviter d'y répondre. Non, mais je pense, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Daniel, il y avait une exposition au Bâle à Paris de Lévis Balz. J'ai beaucoup aimé la proposition, donc il y a les photos de Balz, mais qui étaient associées à des extraits de films d'Antonioni, et notamment sur l'urbanisme italien des années 70, donc qui faisait un peu écho, qui faisait écho au travail de Lévis Balz. Donc cette proposition du commissaire était, ma foi, je trouvais extrêmement intéressante. J'avais vu cette magnifique exposition à la Reine Sofia à Madrid sur les collectifs. C'était fabuleux. Tout un travail de recherche, donc de plusieurs commissaires sur les collectifs dans le monde, qui reprenait donc des travaux de Chris Marker, qui faisait dans les usines Rhodia, où il enseignait la prise de vue et le son aux ouvriers de la CGT des usines Rhodia à Besançon, qui ont fait leur propre film après. Voilà. Et ça, je trouvais que les commissaires avaient fait un travail, je trouve, extraordinaire. Et je pensais... Oui. Termine après. Non, mais j'allais pas parler d'autres choses, et notamment sur le sens de l'image et comment il y a une lecture de l'image. Mais tu veux peut-être continuer sur les commissaires et sur...
Deux mots juste, je voulais dire que souvent le travail était collectif et pas seulement individuel. On a parlé de la commande tu disais très justement hein, combien elle peut être au fond exploitée à des fins de labellisation territoriale ou d'image de marque. Dans le même temps, la commande peut jouer un rôle générateur et ça me paraît important de le dire aussi. C'est ambivalent et le commanditaire peut être partie prenante d'un processus qui est intéressant et il peut y avoir un dialogue avec entre le commanditaire et le photographe qui soit générateur d'éléments intéressants, de connaissances, de savoir également. Donc cette dimension collective du travail me paraît importante. L'artiste n'est pas isolé, il est en étroite synergie avec un environnement et des collaborations qui contribuent à la jeunesse de l'œuvre. Excuse-moi, je te laisse la parole. Ah oui, non, et peut-être la prison. Qu'est-ce que tu préfères ? Voilà, mais juste alors on pourrait peut-être parler d'un travail que tu réalises actuellement sur la prison, la vie carcérale, qui est un travail donc en cours. Alors ici, ce ne sont pas des images photographiques, ce sont des images filmées auxquelles tu recours et tu as réalisé avec un certain nombre de... je ne sais pas si tu es seul ou si tu travailles avec d'autres, enfin en tout cas des entretiens. Et donc je te laisse la parole. C'est toujours faire écho au sens de l'image et comment on fait. Hein. Et Daniel faisait écho donc au travail de Mathieu Pernaut sur la santé. Je me suis beaucoup questionné sur le sens de la détention, d'incarcération. Enfin, grosso modo, à quoi ça sert ? Et il y a eu pas mal d'images qui ont été faites sur le milieu carcéral. Et à un moment, je me suis dit, il serait peut-être bien de poser la question à ceux qui ont métier dans les prisons, dans les centrales, je dis bien les centrales, ceux qui ont été jugés, leur donner la parole à ces gens et de savoir c'est quoi le métier de détenu, parce que c'est un métier hein, d'être détenu, notamment quand vous êtes en perpétuité. Et moi, une autre question qui me fascine, c'est comment on devient surveillant ? Pourquoi on devient surveillant ? Alors là, je suis au-delà d'un esthétisme photographique de la prison, et ces images des cellules, des courtes promenades, on les a vues déjà, mais simplement donner la parole à ces acteurs. Alors, j'ai tenté, ça m'a pris énormément de temps, j'ai chanté, j'ai menti, j'ai pris le prétexte de faire un atelier avec des perpétuités, et puis de demander à des surveillants de réfléchir avec moi, avec les prisonniers, au sens de la détention et au sens de leur métier. Et là, je suis... alors, je vais vous montrer un petit extrait. J'en suis en train de finaliser ce travail, mais qui fait écho, si vous voulez, à... encore une fois, quel sens on donne à tout ça ? Ça change complètement la notion du temps par rapport aux étages où c'est fermé. Parce que la notion du temps, elle est complètement faussée en détention. Aux étages où c'est fermé, le temps est quand même encadré. L'usage du temps est quand même encadré. Bon, il y a des horaires de descente, il y a des horaires de montée, le repas est servi à heure fixe, l'accès à la douche est à heure fixe, à partir d'une certaine heure, on ne peut plus y aller. Donc il y a quand même une liberté plus grande dans l'usage qu'on peut faire de nos journées. Même si malheureusement les activités qu'on pourrait faire ne sont pas non plus illimitées et certaines ne peuvent pas être capitalisées. Mais on redevient maître de son temps. Ah, c'est intéressant. Non, je pense. Et vous, voilà, en tant que surveillante, non, moi comment dire, ça redonne pareil un sens à mon travail, pour moi. D'accord. C'est une autre façon de voir. C'est vrai que sur les étages, on a peut-être plus l'impression d'être là pour ouvrir, fermer,
et appliquer un règlement. Et là, ça donne un autre sens à la façon de faire son travail, dans le rapport avec la population pénale, dans le rapport avec les partenaires avec lesquels on travaille. Et ça donne l'impression, pareil, d'être plus autonome, d'être plus responsable en tant que surveillant et d'avoir plus de responsabilités. Et d'avoir le sentiment d'utilité, voilà, d'être plus utile dans ce que je fais là maintenant que dans ce que je faisais avant. Oui, oui. Des fois, j'entends qu'ils veulent mettre des référents, c'est ça? Ouais. J'ai entendu ça. Ouais, c'est drôle, oui, parce qu'on en des a parlé. Référents, et ils veulent que les gens y participent dans les activités. Exemple, le machin avec Valérie pour le cheval. Ouais. Et c'est obligé. Moi, je pense qu'il ne faut pas obliger les gens. D'accord, mais tu sais... Les choses viennent comme ça. Ouais, mais ce que je comprends pas, en fait, c'est pour te dire la vérité, mais les autres, ils l'ont pas compris, c'est qu'au QRD... C'est des contrats. Tout est à ta disposition. Ouais. C'est-à-dire que tu veux une salle télé, tu as une salle télé. Tu veux la cuisine, tu as une cuisine sur place. Tu veux faire des doublettes, tu peux faire des doublettes. Tu as une buanderie, tu as le téléphone sur place, la machine à laver sur place. Tu veux voir la fouille, elle est sur place. Tu veux voir le surveillant de travaux sur place. Le chef de bâtiment ou l'officier sur place. Pareil pour le premier surveillant. Pareil pour tout ce qui est formulaire. Je suis désolé, ici tu as tout à ta disposition. Le seul truc qu'on te demande, c'est de participer au temps d'échange et participer à quelques activités qu'on a créées spécialement pour 9 gars, pour le QRD. Il n'y a que 9 personnes. On crée un créneau, par exemple, pour les chevaux, spécialement pour eux. Et il n'y a personne qui vient. On crée, par exemple, on décale la séance de cinéma, spécialement pour eux. Il n'y a personne qui vient. On fait venir une intervenante pour le socio-esthétique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le socio-esthétique. Même moi, dehors, j'aimerais bien me faire épiler les sourcils ou autre. Ça coûte cher. On fait venir du monde pour toi, pour 9 gars. Et il n'y en a que 2 qui viennent, mais à un moment on comprend que c'est honteux ou il y a une mauvaise volonté et des de leur part. Tu sais, ça ne les intéresse pas, qu'ils nous le disent, mais qu'ils communiquent. Et là-dessus, ils te disent vous changez un peu d'autres. Ils te disent oui, on va venir pour faire plaisir. Pourquoi vous ne laissez pas les gens, les habitants du QRD parler entre eux, parler et demander ce qu'ils veulent? On est de la même génération. Ouais. On a connu la prison quand vous êtes rentré à la pénitentiaire, moi je rentrais en prison. J'ai constaté qu'en fait, il y avait eu un changement radical au niveau du personnel pénitentiaire. On n'a plus du tout les mêmes profils. J'ai l'impression que les gens qui arrivent vraiment actuellement, c'est uniquement pour l'alimentaire, qu'ils n'ont aucun profil pour s'occuper de détenus, alors qu'à l'époque, c'était davantage, je ne sais pas si on peut employer ce terme, mais un peu comme des vocations, quoi. On pouvait peut-être, je ne sais pas, vous pourrez dire mieux que moi, on pouvait peut-être même trouver à l'époque des surveillants qui étaient là de père en fils. Ça arrivait, il y a plusieurs grilles de lecture. Avant, il y avait des surveillants père en fils, il y a des générations. Il y avait aussi des anciens militaires, donc ça... Il y avait un point commun. Il y avait des contremaîtres, des gens qui avaient travaillé dans les usines. Et puis il y avait des iconoclastes, des gens qui ne savaient pas trop quoi faire et passaient le concours. Et puis voilà. Et c'était alimentaire. La vocation, je ne sais pas, mais c'est vrai que si quelqu'un avait eu un père ou un oncle, tout ça, on disait tiens, ça nourrit quoi. Et voilà. Et si ça a toujours été assez confortable à ce niveau-là. Comme c'est fonctionnaire, de se retrouver. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui font des études. Enfin, c'est quand même plus diversifié. Les usines, bon, il y en a, ça c'est pure majorité. L'armée, un peu encore, mais très peu. Et puis, non, on a beaucoup de gens parce qu'il y a une situation qui est assez quand même... dur dehors, qui passent le maximum de concours. Ils peuvent passer en même temps celui de surveillance, celui de SPIP, celui de policier, j'exagère, mais ils passent pas mal de concours en même temps. Et puis, si à un moment donné, ils vont être surveillants peut-être 2-3 ans, ils vont changer. Je connais des gens qui sont partis dans les douanes ou aux impôts, et puis voilà.
Et puis là, c'est bon, là, de toute façon, je pense que c'est vraiment que essentiellement alimentaire. Je pense pas que quelqu'un, enfin moi, d'être un peu détraqué, se dise tiens, voilà, je suis de vocation de surveillant, mais je sais pas, voilà, c'est pas. Voilà, donc nous allons peut-être nous arrêter là. Bon, je voudrais juste, enfin Bertrand et moi voudrions pour finir remercier l'Institut pour la photographie de leur invitation et de leur accueil.